s'agit, a dit le général de Gaulle, de reconnaître le monde tel qu'il est. Et dans ce sens, il n'est pas possible d'oublier à l'autre extrémité du continent européo-asiatique cette Chine, ce très vaste pays géographiquement compact et pourtant sans unité. Un État plus ancien que l'histoire où un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, a bâti une très particulière et très profonde civilisation qui conjugue le goût de la tradition avec le respect de l'étude et de la science. Ce peuple conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité, la Chine de toujours. Cette Chine de 700 millions d'êtres qui est aujourd'hui celle qu'a faite au prix de terribles souffrances humaines et d'une implacable contrainte des masses, Mao Tse-tung. Il n'était cependant, voici 16 ans, qu'un chef de parti vaincu lorsque le rencontra notre reporter dans les cavernes de Yan'an après cette retraite historique de 10 000 km qu'on a nommée la Longue Marche. Un an après, il entrait à Pékin et installait le régime communiste sur la Chine entière. Depuis, un énorme effort a été accompli. Le palais des Fils du Ciel, au cœur de la ville interdite, voisine avec un nouveau Pékin moderne où, si les voitures sont rares, les immeubles ont poussé de toutes parts pour abriter une population chaque jour plus nombreuse. Le pantalon et la veste bleue ont remplacé pour tous, hommes, femmes et enfants, les vêtures multicolores d'autrefois. La hantise de l'hygiène et la lutte contre les épidémies, la lutte contre la faim endémique et le développement des possibilités agricoles ont pris la première place dans les préoccupations publiques. Cet immense effort s'est manifesté dans tous les domaines. Si l'on compte encore les usines, les communications et les travaux d'irrigation ont commencé à changer le visage de la très ancienne terre de Chine. Comment laisser à l'écart cet immense pays en pleine évolution, ce peuple innombrable en marche? C'est ce qui apparaît avec le poids de l'évidence et de la raison. Ce vide, la France va le combler, renouant ainsi avec un peuple dont la capacité patiente et laborieuse a toujours suscité l'admiration et qui est capable de déployer des trésors de courage et d'ingéniosité, quelles que soient les circonstances. Ce langage, le général de Gaulle l'a tenu devant un millier de journalistes parlant de l'Asie. Sur ce continent, il n'y a pas une paix et il n'y a pas une guerre imaginable sans qu'elle y soit impliquée. Et il est inconcevable de supposer qu'on puisse jamais conclure un traité de neutralité concernant les États du Sud-Est asiatique auxquels nous, Français, portons une attention toute spéciale et cordiale sans que la Chine en soit partie. Neutralité qui paraît bien, dans la période où nous sommes, être la seule situation qui soit compatible avec la vie paisible et le progrès des populations. Il est clair que la France doit pouvoir entendre directement la Chine et aussi s'en faire écouter. Mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. Puis le général de Gaulle en vient au problème de sa succession à la présidence de la République. Vous m'avez demandé, monsieur, ce que je ferai dans 2 ans. Je ne peux pas et je ne veux pas vous répondre. Alors comme ça, pour vous, monsieur X, ce sera le général de Gaulle. Mesdames, messieurs, Les statues monumentales de Ramsès II et les temples d'Abou Simbel, dont elles défendent l'entrée depuis plus de 3 millénaires, ne seront pas engloutis sous 66 mètres d'eau après la mise en service du barrage d'Assouan. L'opération de sauvetage lancée par l'UNESCO est aujourd'hui passée dans sa phase active. Les temples sont entre les mains des maîtreurs. Mais il faudra de 5 à 7 années encore pour mener à bien ce nouveau travail d'Hercule qui coûtera 18 milliards d'anciens francs et qui sera la plus impressionnante entreprise du genre de tous les temps.
Il s'agit en effet de surélever toute la masse des temples au-dessus du niveau du futur lac artificiel. Devant la fusée Saturne installée sur sa rampe de lancement à Cap Kennedy, devant cette masse haute de 51 mètres et lourde de 562 tonnes, les techniciens américains ont pu avoir la sensation de vivre un moment historique de la course pour l'espace. Ils étaient 300 pour surveiller le lancement de ce géant qui mettait enfin les États-Unis à égalité avec l'URSS. Utilisant l'hydrogène liquide pour l'alimentation des 6 moteurs du second étage, Saturne est en effet la première fusée qui ait été capable de satelliser 17 tonnes. Et le président Johnson, en assistant devant son poste de télévision au succès du lancement, a pu mesurer le chemin parcouru depuis les déboires du célèbre Pamplemousse qui fit si triste mine 3 mois après le premier Spoutnik. Gaston Nessens a quitté la Corse pour se rendre à Paris à la convocation du juge d'instruction. Pourtant, M. Daniel Davy, qui lui offrait de venir travailler en Écosse, est venu lui renouveler sa proposition. Et à l'aérodrome de Bastia, où il a embrassé sa femme et sa fillette, 400 personnes étaient venues le saluer. 400 personnes qui entretiennent encore autour de l'Anablast l'espoir insensé d'une guérison. Mais à Paris, Gaston Nessens n'était plus que le pseudo-biologiste attendu par le juge Roussel qui lui notifiait l'inculpation d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. C'est en présence de 50 000 personnes que s'est déroulée l'ouverture des 9e Jeux Olympiques d'hiver à Innsbruck. Le docteur Scharf, président de la République autrichienne, a accueilli les représentants des 36 nations participantes avant l'envoi des couleurs et la cérémonie du flambeau olympique. Un couple heureux parmi la foule, l'impératrice Faradiba et le Shah d'Iran. Les Jeux sont ouverts, les premières épreuves débutent par une surprise en patinage artistique. On attendait le couple champion du monde, les Allemands Marika Kilius et Hans-Jürgen Baumler. Ce ne sont pas eux qui ont remporté la médaille d'or. Les vainqueurs, vous les voyez en ce moment, ce sont les soviétiques de Leningrad, Ludmila Belousova et Oleg Protopopov. Mais ce sont surtout les épreuves de ski que l'on attendait à Innsbruck. La descente, pour certains concurrents malchanceux, a pris l'allure d'un feu d'artifice, avec bien entendu le grand soleil. Le Français Jean-Claude Killy a été la victime numéro 1 de ce feu d'artifice. Mais la déception Killy a été largement compensée par la course de Léo Lacroix que voici en pleine action. S'il avait cru davantage à la victoire, Léo Lacroix aurait pu être champion olympique de la descente. Il termine à 74 centièmes de seconde seulement du vainqueur, l'Autrichien Egon Zimmermann. Egon Zimmermann a confirmé qu'il est bien cette année le meilleur descendeur du monde. Dans cette spécialité, il est quasi imbattable. Zimmermann, je suis content d'avoir gagné. Lacroix, j'espère faire mieux la prochaine fois. Mais chez les skieuses, pas de problème, les sœurs Guatchel se partagent à elles deux toute la gloire à parts égales. Au slalom spécial, Marielle, la cadette, dossard numéro 1, gagne la première manche dans un style éblouissant. Elle est si parfaite qu'on n'a pas l'impression qu'elle force son talent. Un mois la deuxième manche s'empresse de rétorquer Christine, l'aînée, qui devient finalement championne olympique du spécial. Qu'à cela ne tienne, Marielle sera elle aussi championne olympique 2 jours plus tard du slalom géant devant sa sœur justement. Avec ces deux jeunes filles prodiges, les résultats, c'est blanc-bonnet, bonnet blanc pour la plus grande gloire du ski français qui est devenu à Innsbruck le premier du monde. Il ne se passe pas de jour que le sang ne coule à Chypre. Les 5000 soldats britanniques chargés de maintenir l'ordre sont aujourd'hui incapables d'éviter ces drames soudains où s'affrontent Grecs et Turcs. Si de nouveau la violence se déchaîne à Chypre, elle ne reste pas sans écho. Dans Athènes, une manifestation conduite par des prêtres orthodoxes et des étudiants a conspué l'idée d'une intervention de l'OTAN. Mais l'affaire de Chypre est sur la voie de l'internationalisation. Dans l'île, chaque communauté vit dans la peur de l'autre. Et quand les uns après les autres, les villages entiers se replient, comme le village turc d'Agios Sozemenos, où l'on compta 11 morts, comment imaginer qu'une solution intérieure pourra rapprocher les deux groupes?
La Hollande respire, bien que 10 000 personnes aient failli périr étouffées devant le palais royal, où le prince Bernard et la reine Juliana ramenaient leur fille Irène et son fiancé, le prince Hugues de Bourbon-Parme. Il n'y a plus de mystère, les cœurs sensibles y ont trouvé leur compte. Après 10 jours de suspense qui ont mis la Hollande au bord d'une crise constitutionnelle, l'amour a donc été le plus fort. Et comme l'a dit avec à propos le Premier ministre néerlandais, tout est bien qui finit bien, tout le monde aime les amoureux. Pour la première fois, nous avons pu visiter à Villejuif une réalisation de l'État dans le domaine de la lutte anti-cancer. Un institut dépendant du Centre national de la recherche scientifique, aidé par une association en faveur du développement de cet institut. Plus de 300 chercheurs et techniciens travaillent ici. Monsieur Pierre Grabart dirige l'Institut de recherche scientifique sur le cancer. L'expérience sur l'homme étant impensable, la plupart des études sont faites sur des animaux, mais on sait que les résultats pourront être appliqués au cancer humain. En liaison avec la sécurité sociale, des études sont poursuivies sur des prélèvements fournis par les hôpitaux parisiens. Dans l'animalerie, 25 000 sujets sont rassemblés. Des rats, souris, hamsters de race pure donnent plus de garantie aux expérimentations. Depuis peu, des singes sont aussi utilisés. Voici un appareil permettant des expériences sur des souris et des rats de souche pure qui naissent et vivent en milieu stérile. On pourra ainsi contrôler plus étroitement sur ces animaux l'apparition des cancers et des leucémies. Chaque chef de service va vous indiquer brièvement l'activité de son laboratoire. En médecine expérimentale, notre activité s'exerce sur diverses formes de cancer. Spontanées, greffées, comme sur cet œuf de poule, ou encore provoquées par virus, radiation ou corps chimique, comme sur ce rat. Dans le laboratoire d'études du tabac, nous avons mis au point une méthode, par badigeonnage de souris au goudron de fumée et par examen de la peau au microscope, pour apprécier la diminution de nocivité des cigarettes expérimentée par la Régie française des tabacs. Le laboratoire de biochimie analyse les constituants de la cellule vivante, par exemple les acides nucléiques. Une modification de leur structure pourrait expliquer la cancérisation. En virologie, on étudie les virus d'origine humaine et animale capables de provoquer des tumeurs chez les animaux et de transformer des cellules normales en cellules cancéreuses. La connaissance du mécanisme de telle transformation permettrait de comprendre le processus de la cancérisation chez l'homme. La microscopie électronique a permis des grossissements d'1 million de fois. Voici la photographie originale d'un virus cancérigène du singe, d'un autre virus qui provient de la souris, et voici la maquette de sa structure moléculaire. On a pu photographier un grand nombre de virus dans les cancers d'animaux et l'on essaye maintenant de les découvrir chez l'homme. Les méthodes immunologiques permettent de déceler les modifications des constituants des cellules cancéreuses. On peut ainsi espérer approcher le problème de la défense contre le cancer comme on le fait pour les maladies infectieuses. En liaison avec cet institut, 8 laboratoires sont dirigés par le professeur Le Breton. Cette rapide enquête montre la complexité de la recherche, réclamant des équipes de spécialistes très différents et la part prise par cet institut aux recherches sur le cancer. Point final au raid transatlantique de l'aviatrice française Chrissa Pélissier, l'atterrissage à Rio de Janeiro. C'est dans son tout petit avion de 140 chevaux, baptisé Petit Zoulou, qu'elle a réalisé son exploit solitaire sur la route de Mermoz. Même à l'aube de l'ère interplanétaire, c'est une très grande prouesse qu'a réalisé la Chrissa Pélissier. Elle a bien le droit désormais de goûter les heures de gloire. Grand rendez-vous du rugby international pour le match France All Blacks au stade Yves du Manoir à Colombes. Dans les tribunes archi-combles, 3 spectateurs attentifs, le duc de Windsor, M. Chabandelmas et M. Fouché. Ça commence bien pour l'équipe de France. Albaladejo marque les 3 premiers points du match après 4 minutes de jeu. C'est ensuite une sévère mais correcte explication d'avant
Les grands joueurs noirs des antipodes n'en sont pas encore revenus, les Français font presque jeu égal avec eux, ce qui ne les empêche pas d'égaliser sur coup franc. Ce coup franc va être suivi d'un essai. Les All Blacks ont cette qualité, ils ne pardonnent aucune faute à leurs adversaires. Un mauvais dégagement de Gachassin et voilà 3 points de plus pour les Néo-Zélandais. Et pourtant, les Français n'en font pas beaucoup des fautes. Dans toutes les phases du jeu, la balle coûte cher. Mais que c'est passionnant le rugby. Une poussée comme cela à la mêlée, ça se mesure en tonnes de muscles. Après la poussée, c'est le feu d'artifice des attaquants français. Des envolées de ce style, il y en a eu tout au long de la deuxième mi-temps. Mais vraiment, les Français ont donné une idée flatteuse de leur rugby et ça fuse encore. Le tout petit ailier Gachassin, numéro 14, n'a pas peur des grands, ce qui ne l'empêche pas d'aller au massacre. Les grands maillots noirs d'en face profitent de tout. Ils ne laissent pas souffler les Français qui ont les jambes coupées par un drop de lait de l'eau. La victoire des Néo-Zélandais est incontestable, mais un peu sévère pour la France qui ne méritait pas d'encaisser un nouvel essai. Quoi qu'il en soit, dans tout cela, le véritable gagnant, c'est le rugby. Aux Jeux Olympiques d'Innsbruck, Marielle Guatchel a manqué sa sortie dans l'épreuve de descente. Comme toutes les Françaises, elle a été surclassée dans la dernière épreuve féminine. Cependant, elle a tout de même la consolation d'être sacrée championne du monde du combiné. La grande triomphatrice de la descente, la voilà, c'est l'Autrichienne Christel Haas. Christel Haas skie comme un homme, elle en a le poids et le gabarit. Bref, dans cette spécialité, elle est imbattable. On croyait Alain Calmat imbattable, lui aussi, au patinage artistique. Le résultat, vous le voyez, ses nerfs ont craqué, il a tout manqué. C'est un véritable festival de chute. Et ce n'est pas son magnifique final qui aurait pu changer quoi que ce fût au résultat, il revient de loin avec sa médaille d'argent. Le vainqueur, c'est l'Allemand Schnelldorfer. Il est très appliqué, Schnelldorfer, mais il n'a pas la classe d'un champion olympique. Si Alain Calmat avait été lui-même, il n'y aurait pas eu de problème. Les deux premiers, avec la vedette de demain, l'Américain Allen, médaille de bronze, en attendant mieux. Les skieurs français ont imité leurs compatriotes féminines, eux aussi, ils ont manqué leur sortie. Perilla a beau gagner avec une facilité dérisoire la deuxième manche du slalom spécial, il est trop tard, sa chute de la première manche est impardonnable, il est pourtant le meilleur slalomeur mondial. Dans ces conditions, c'est l'Autrichien Peppi Stigler, sur qui personne ne comptait, qui tire les marrons du feu. Derrière lui, deux Américains, inattendus également, William Kidd et Jimmy Yuga. Au grand tremplin, une faute a coûté la médaille d'or au Finlandais Kekkonen. Il a complètement manqué son arrivée au sol. Ce qui a profité à son vieux rival norvégien Thoralf Engam, champion olympique 1964. Tous les observateurs ont constaté l'extrême cordialité qui a marqué la visite du chancelier Erhard à Paris en compagnie de 5 de ses ministres. Une visite qui devait comporter 2 entretiens en tête-à-tête avec le général de Gaulle à l'Élysée et un large tour d'horizon entre les gouvernements des deux pays. Une visite de travail qui entrait dans le cadre du traité de coopération de 1963 et dont le chancelier s'est déclaré particulièrement satisfait. Dans le rapprochement franco-allemand, le Rhin a retrouvé aujourd'hui sa vocation de grande artère de communication européenne. Et voici que l'aménagement de la Moselle vient de lui donner un prolongement vers la Lorraine. 2 automoteurs rhénans, l'un allemand, le Rheinruhr 8, l'autre français, le Cantenac, munis d'un radar permettant la navigation de nuit ou par brouillard, ont effectué ensemble le premier voyage commercial de Coblence à Thionville.
Au passage de l'écluse de Paldzem, la foule luxembourgeoise a salué comme il le méritait l'événement que constitue la mise en service de cette voie nouvelle, ouverte entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France. La canalisation de la Moselle ne pose-t-elle pas le premier jalon de la liaison Rhin-Rhône du grand axe navigable nord-sud? Apac, c'est l'écluse des trois frontières, celle où l'on prend conscience de l'aspect collectif franco-germano-luxembourgeois d'une œuvre qui a été accomplie en 7 ans. Sur 270 km, des dérivations ont été créées, des écluses édifiées. Le chenal a été creusé dans le lit de la rivière à une profondeur de 2,90 m. Et au mois de mai, des bateaux de 1500 tonnes, l'équivalent d'un train et demi de marchandises, et des convois poussés comportant 2 barges de 1600 tonnes, l'équivalent de 3 trains de marchandises, pourront s'engager sur cette voie de gabarit international. Alors Thionville et la sidérurgie lorraine auront accès direct au bassin de la Roure et au port de Rotterdam. Les massacres de Limassol ont amené la crise chypriote à son point culminant. Pendant plusieurs jours, les rues de la deuxième ville de l'île ont été le théâtre de violents combats. Des Grecs armés y ont entrepris un véritable nettoyage du quartier turc, utilisant même des bulldozers blindés. Désormais, c'est l'état d'alerte permanent entre les deux communautés. Le recours au Conseil de sécurité n'était plus évitable après l'échec auprès de Monseigneur Makarios du numéro 2 de la diplomatie américaine, M. George Ball. Celui-ci avait tenté de faire accepter la présence d'une force du Commonwealth pour relayer les troupes britanniques à l'heure où le port de Famagusta vivait dans la hantise d'une intervention directe de la flotte turque. L'ONU parviendra-t-elle à éviter aux Grecs et aux Turcs de continuer à s'entretuer? Voici une année qui nous offre un jour de plus. Un jour de plus, dit un proverbe africain, ne fait pas courir l'éléphant. Mais que faire d'un jour de plus? Madame, que pensez-vous du 29 février? Eh bien, monsieur, pour moi, c'est une chance. C'est la période justement de mes vacances, ce qui me permet de passer une journée de plus avec mes enfants. Eh bien, moi, ça m'ennuie assez. Parce que je suis né le 29 février, alors d'un seul coup, du jour au lendemain, j'ai 4 ans de plus. Oh, moi, je trouve ça très pratique, au contraire, pour les cadeaux. Bien, ça me fera un jour de plus qui me coûtera aussi cher que les autres. Un jour de plus, c'est une chance de plus. Avec la tranche spéciale, j'espère devenir millionnaire. Ah, se faire entoler au mois de février, ça fait un jour de robe. La vie moderne étant ce qu'elle est, on pourrait croire les pauvres citadins voués à une perpétuelle surexcitation nerveuse. Il existe pourtant un remède, vieux du reste comme le monde, capable de sauver de leur insomnie les victimes du siècle de la précipitation. Regardez bien cet homme. Ne croyez pas qu'il marche comme vous et moi. Il rythme sa respiration sur ses pas, il contrôle chacun de ses mouvements, il pratique le Hatha Yoga. Voilà le grand mot lâché. Et nous avons demandé à M. Ferrer de nous en dévoiler les mystères. Pour parvenir à réaliser ce que le yoga prétend nous faire réaliser, eh bien, il y a plusieurs manières. Notamment, il y a le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est une forme de yoga qui utilise comme tremplin l'énergie. A signifie Asha, signifie l'énergie positive. THA signifie l'énergie négative. Voilà qui est clair. Et à partir de là, 800 postures permettent de contrôler et d'éduquer le moindre muscle, le moindre élément du corps humain. Citons le Porvotana, autrement dit la chandelle, qui a pour vertu particulière de faciliter l'élocution. Le Viparitakarini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. Chacune de ces positions, toujours difficiles, exige, est-il besoin de le préciser, une concentration totale. Autant de poses qui sont autant de recettes à chacune des complications, des difficultés de notre vie agitée. Tout peut être résolu, même le trac. J'ai vu cela, surtout dans le monde des artistes, dans le monde des élèves qui vont passer leur bac. Et oui, ils ont le trac. Mais ce trac se corrige facilement, enfin pour un yogi, il se corrige facilement en agissant sur le centre d'énergie cardiaque, Anahata Chakra.
Saluons donc aujourd'hui les vertus séculaires hautement calmantes du Hatha Yoga. C'est sous le signe de la bonne humeur et des facéties de Marielle Guatchel, l'enfant terrible du ski alpin, que s'est déroulée la réception offerte à l'hôtel Matignon par le Premier ministre M. Georges Pompidou aux membres de l'équipe française de ski. Pour une fois, on avait oublié le protocole dans l'austère maison de la rue de Varennes. Mais ce n'était là qu'un entracte pour les jeunes skieurs français qui, dès le lendemain, reprenaient la compétition sur les pistes de Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne de l'Ouest, où se sont déroulées les épreuves du Kandahar. Marielle Guatchel a profité de cette nouvelle occasion pour prouver qu'elle est bien la meilleure skieuse du monde. Elle a gagné le combiné, tout comme à Innsbruck. Une petite ombre cependant sur cette victoire, Marielle a dû céder la première place du slalom spécial à l'américaine Jean Sobert. Comme elle l'a dit elle-même, il faut bien qu'elle laisse tout de même de temps en temps une consolation à ses rivales. Jean-Claude Quilly, le faux fiancé de Marielle Guatchel, c'est le grand champion de deux mains dont on attendait pourtant un exploit un peu avant la lettre à Innsbruck. Il n'y a pas eu d'exploit aux Jeux Olympiques où Jean-Claude Quilly a accumulé les faux pas. La malchance ne pouvait pas durer indéfiniment et à Garmisch, au slalom géant du Kandahar, il a montré ce qu'il savait faire. Regardez-le bien, ce skieur-là, c'est l'un des champions olympiques de deux mains. La porte des grandes victoires est enfin ouverte à Jean-Claude Quilly, déjà prêt à assurer la relève des Bonlieu et des Lacroix. Le match France-Angleterre de rugby a été pour l'équipe française et pour les spectateurs du stade de Colombes le match des illusions perdues. Le démarrage des Français, maillot foncé, était pourtant très prometteur, mais les avants se sont bien vite englués dans les mêlées ouvertes, habilement étouffés par les Anglais. Des mouvements offensifs comme celui-là, il y en a eu beaucoup, certes. À chaque fois, cependant, les attaquants ont manqué de vitesse de course, et puis leur défaut majeur, c'est leur lenteur dans la transmission de la balle. Intuitivement, les spectatrices ont senti le vent de la défaite. 3 points pour les Anglais avec ce coup franc tiré par Hawson. Les Anglais ont une bien charmante admiratrice. Et ce mouvement magnifique qui va amener l'essai français, ce sera quand même la plus belle attaque de tout le match. Allons, mademoiselle, voilez-vous la face. Ces rugbymen, tout de même, rien ne les arrête. Au cours de la deuxième mi-temps, au début du moins, on croit qu'il est encore possible à la France de prendre l'avantage. Piqué, le centre droit se fait souffler une balle, on se demande encore comment, et c'est le départ de toute la cavalerie anglaise. Ce mouvement illustre la supériorité des Anglais sur les Français dans tous les compartiments du jeu. C'est un véritable déferlement qui aboutira à l'essai de la victoire. Dans cette phase de jeu, les Français sont complètement affolés. On cherche encore une explication à ce passage à vide de l'équipe de France qui a définitivement perdu le tournoi des 5 nations cette année. La visite que le président de la République italienne, M. Antonio Segni, a rendue à Paris et qui l'a conduit aux côtés du général de Gaulle sur le tombeau du soldat inconnu, a souligné l'amitié qui unit traditionnellement la France et l'Italie. Ce voyage eut aussi le mérite, à l'occasion des entretiens des deux chefs d'État, de préciser la position des deux partenaires du marché commun. Premier effet de la reprise des relations entre Paris et Pékin, le premier chargé d'affaires de la Chine populaire est arrivé à Paris, en même temps que M. Chaillet, chargé d'affaires française, arrivait à Pékin. Nul doute, comme l'a dit lui-même M. Sun Chi-Kwang, qu'à la faveur de cette reprise, les relations entre les deux pays ne connaissent un nouveau développement. Paris, du reste, s'est déjà mis à l'heure de la Chine. Pour son 3e passage dans la capitale française, l'Opéra de Pékin a apporté sur la scène 5000 ans d'art, de culture et de civilisation. C'est tout à la fois l'oreille et l'œil que plongent dans la surprise des tableaux comme l'attaque de la forteresse,
prétexte à de vertigineuses acrobaties sur des sonorités étranges. Un thème folklorique qui met aux prises un vol de grues et une bande de vautours, c'est encore l'occasion d'un tourbillon, d'une avalanche de soie et d'étoffes pailletées d'or. Danse, acrobatie, poésie, musique, c'est tout cela à la fois l'opéra de Pékin. 2 jours après l'assassinat du président Kennedy, son assassin présumé, Lee Oswald, était dans les locaux de la police de Dallas et en dépit de son escorte de policiers, tué à coups de revolver sous l'œil des caméras par un tenancier de boîte de nuit, Jack Ruby. La cour criminelle de Dallas a donc aujourd'hui à juger Ruby. Mais pourra-t-elle le faire? C'est en effet la question qui se pose dans ce procès qui draine l'attention générale et autour duquel des précautions extraordinaires ont été prises. Ruby a pris pour assurer sa défense l'un des avocats les plus célèbres et aussi les plus astucieux de la côte ouest, Melvin Belhae, qui demande le transfert de la cause loin de Dallas. Le juge Joe Brown a cependant fait commencer la sélection des jurés appelés à juger Ruby. Ils sont 900 et il en faut 12. On peut donc se demander au bout de combien de temps Ruby se trouvera devant ces 12 jurés. La défense et l'accusation, en effet, font tellement assaut de défiance que dans la première semaine, 2 jurés seulement ont été acceptés. À ce rythme, il faudrait 6 semaines pour avoir un jury complet. Et Ruby, qu'on amène sous bonne garde de la prison au tribunal, va assister passivement au curieux début d'un procès qui comptera sans aucun doute parmi les procès du siècle. Les derniers becs de gaz de Paris évoquent aujourd'hui une époque révolue, celle où les braves gazomètres et les fours à coke fournissaient ce que l'on appelait d'ailleurs le gaz d'éclairage, inventé dès la fin du XVIIIe siècle. Déjà, il y a 150 ans, le gaz avait commencé à éclairer le très parisien passage des Panoramas. Aujourd'hui, le gaz est devenu gaz de chauffage, et ces dernières années, les réseaux gaziers se sont multipliés à travers la France. En 1963, la région parisienne a consommé plus de 2 milliards de mètres cubes de gaz. Demain, le premier bateau méthanier amènera sous forme liquide à moins 160 degrés le gaz naturel du Sahara. D'importants travaux sont en cours au port du Havre pour le recevoir. Il viendra compléter dans les grandes centrales gazières le mélange déjà préparé à partir du gaz de lac et du gaz tiré du charbon. Les besoins en gaz de chauffage ont transformé de fond en comble une industrie vieille d'1 siècle et demi. Cette saison, chez Christian Dior, Marc Bohan a fait surgir d'un coup de baguette magique, le couturier n'est-il pas un magicien, une collection jeune, alerte et plus féminine que jamais. Pas de révolution, pas d'audace intempestive, mais au contraire une note sage, la note de la femme dans la vie. Et en effet, les tailleurs de l'après-midi aux vestes courtes, plus courtes sur le devant que dans le dos, tailleurs sportifs, parfois même à veste longue, donnent une ligne très proche de la ligne naturelle, buste souple et hanches affinées par l'évasement de la jupe. Les robes de cocktail sont en général des robes maillot, restituant à la femme sa grâce naturelle et dont la discrétion et le luxe des détails font le raffinement.
Enfin, pour les dîners et les grands soirs, les robes ont une nouvelle longueur. Elles s'arrêtent au-dessus de la cheville, avec pour couleur toutes les teintes que prend le ciel entre le lever et le coucher du soleil. Et tout cela fera un très joli printemps parisien.